Amis téléspectateurs, salut avec nous sur le plateau de Tribune Spéciale ce jour, le ministre Amadou Moustapha. Merci d'avoir accepté, monsieur le ministre, l'invitation de PRC-TV. Il n'y a pas de problème. Il faut dire que vous êtes le président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, en abrégé ANDP. Et vous êtes, depuis le 2 octobre 2015, ministre chargé de mission à la présidence de la République. Tout à fait. Je voudrais rappeler par ailleurs aux téléspectateurs que vous siégez depuis longtemps au gouvernement et que vous avez occupé par le passé le poste de vice-premier ministre. Tout à fait. Cette présentation vous sied. Absolument. Bon, disons donc que sur le plateau de Tribune Spéciale aujourd'hui, nous vous accueillons comme président de l'ANDP, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Ok, puisque vous êtes partant, nous commençons directement par la première question. À environ quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, quel regard portez-vous sur le processus électoral en cours? Bien, disons que moi je ne me fie pas aux réseaux sociaux. Je me fie aux réalités que nous constatons sur le terrain. Sur le terrain, j'ai déjà eu à le dire, le président Biya n'a pas d'inquiétude dans sa candidature. Le Grand Nord, lors des élections de 2018, a ramené 48% des votants en faveur du président Biya en 2018. Tout le Grand Nord, 42%. Voilà. Donc, il a suffi que les 7 autres provinces appelées à l'époque amènent juste 3%. Les 7 régions. 3% pour gagner. Aujourd'hui, nous n'allons pas faillir comme on dit. Nous ne pouvons pas avoir moins que cela. Quand on vous entend parler, monsieur le ministre, vous dites que le Grand Nord, c'est-à-dire les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, exact, ont offert à elles seules 48% de suffrages. Voilà. Et quand vous observez le processus électoral tel qu'il se déroule actuellement, il n'y a pas match. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adversaire en face. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Nos camarades, pour ne pas dire nos anciens camarades, qui se sont présentés, et Issa et Bello, il n'y a aucune inquiétude. La question arrive tout à l'heure, monsieur le ministre. Oui, mais ça suit. Ça se suit, oui, c'est vrai, ça se suit. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas comme on dit, chez les sportifs, il n'y a pas match, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adversaire en face. Vous considérez que les autres, les uns et les autres, là, font tout simplement de l'agitation. Alors, où se situe le président national de l'ANDP à l'approche même de cette échéance électorale majeure, alors que le paysage politique national semble se reconfigurer? Non, je ne pense pas qu'il y a tellement une reconfiguration du paysage politique national. J'ai déjà eu à le dire ici, même dans ce palais, que l'ANDP a supporté et continue à supporter le président Biya à ces élections de 2025. Un soutien indéfectible et sans faille. Sans faille. Alors, monsieur le ministre, il y a cette question, puisque vous avez commencé à parler tout à l'heure de vos camarades, et je voudrais parler des ministres Bello Boba et Issa Chiroma Bakari. Dans les années 90, vous étiez ensemble. Vous avez cheminé ensemble et vous étiez les 3 piliers de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Et par la suite, après les péripéties que l'on sait, tous 3 vous êtes alliés au président Paul Biya. Mais comment réagissez-vous aujourd'hui au fait que vos compagnons d'hier aient rompu cette alliance pour aller se présenter comme celui-là même avec qui ils ont été au bout de ces 30 dernières années? Je dois dire que je suis surpris. Je suis surpris parce que il y a de cela 3 ans, le Lamédor de Garoua a nommé Issa comme Chiroma de Garoua. Chiroma, c'est une notabilité. Ce n'est pas un nom de Issa. Ce n'est pas le nom de son père. Son père était Chiroma. C'est quoi le Chiroma? Chiroma, c'est quelqu'un de voyant dans la chefferie. Donc son père l'était. Donc il a aussi voulu être Chiroma. Le Lamédor Garoua l'a nommé Chiroma. Nous sommes partis à son installation. Quand je dis nous, Bello et moi, on est venus, on l'a entouré.
quand il a été intronisé Chiroma, nous nous sommes réunis à 3. J'ai dit il y a 3 ans. Il a dit, bon, quel est notre avenir? Quel est l'avenir de nos relations? Nous tous, ensemble, nous 3, nous avons dit que aux prochaines élections, nous allons supporter le président Biya. J'ai dit il y a 3 ans. 3 ans, nous étions là en 2022. Voilà. Bon. Chemin faisant, à ma grande surprise, lors de présentation de candidature, je constate que Chiroma et Bello se présentent. C'est une grande surprise pour moi. Je n'ai pas compris d'où vient cette attitude. Mais en tout cas, moi, je reste fidèle, comme je l'ai dit. Très bien. Mais monsieur le ministre, il se dit quand même que vous avez beaucoup œuvré pour que Bello Boba, auprès de Boulé Boba, absolument, pour le dissuader. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet surprise. Absolument. Quand vous étiez dans le secret de sa démission. Bon, disons que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je ne veux pas me mettre à la place de Bello. Mais ce qui est certain, c'est que Bello a eu des pressions de son parti politique pour se présenter. L'UNDP. Oui, oui. Lors de la réunion du comité central, il avait un choix. Ou il reste président de l'UNDP. Ou il part. Ou il part. Ça veut dire que... Il faut qu'il se présente à l'élection présidentielle s'il veut rester président de l'UNDP. S'il ne veut pas, on l'enlève tout de suite. Là, c'est la pression de son comité central. La position de son comité central. Et vous en a parlé pour demander conseil? Il ne m'a rien dit, mais j'étais au courant avant. Non seulement j'étais au courant, mais j'ai contribué à parler à certains des membres de l'UNDP, certains des cadres influents de l'UNDP. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils ont dit que nous allons voir, mais la base de Ngaoundéré est très forte. Est-ce que nous allons pouvoir... Est-ce que nous allons tenir? Est-ce que nous pouvons convaincre la base de Ngaoundéré de laisser que le président Bello n'aille pas aux élections? Mais vous savez, les uns et les autres clament leur gros positionnement dans la partie septentrionale du pays. Ça veut dire que quand on dit que Ngaoundéré, la base de Ngaoundéré est très forte, qu'est-ce qui fait la force de la base de Ngaoundéré? Disons que 60 à 70% des militants importants de l'UNDP se trouvent en ce moment dans la Dama. C'est parce que c'est aussi là-bas que le parti a une grande représentation territoriale. On sait que l'UNDP... Voilà. Donc ça veut dire que s'il perd la base de l'UNDP, l'UNDP est fini. Revenons un peu à la question de la rupture. Vous avez fait chemin ensemble et puis subitement, chacun de vous a pris son côté. Je parle ici en revenant un peu sur la question, est-ce que vous étiez ensemble au départ? Parce que quand l'UNDP voit le jour, Bello Boba de retour en exil au Nigeria, vous êtes ensemble. Et puis, subitement, on se rend compte que c'est la rupture. Quelles en étaient les raisons? Vous savez, quand on a créé l'UNDP, Bello était au Nigeria. Oui. C'est moi et Eboa, Samuel oui, qui avons créé l'UNDP. Il était président provisoire, j'étais le premier vice-président. Pendant ce temps, Bello était... Vous voulez dire quelque chose, le président Eboa était le président provisoire? Le président Eboa était le président provisoire en attendant que le congrès ait lieu. D'accord. Moi, j'étais le premier vice-président. Bien sûr, il y en a d'autres, tout ça. Alors, le problème qui se pose, c'est que vous vous souvenez des événements de 92, oui, n'est-ce pas, où les marchés étaient brûlés, etc., etc. Le président Paul Biya nous a demandé à instruire le Premier ministre à l'époque, Sadou Ayatou, oui, de me contacter pour savoir comment on peut faire pour arrêter les événements qui sont en train de brûler le pays. Les marchés étaient fermés et tout. Les fameuses villes mortes. Les villes mortes.
Et j'étais à l'époque, vous savez, c'était les villes mortes, il y avait un commandement tournant. Tel, c'est telle partie, telle période, etc. Il se trouvait qu'en ce temps-là, quand c'était dur, c'était l'UNDP qui commandait les villes mortes. Et j'étais le responsable, justement, de ces villes mortes-là. C'est comme ça que le premier ministre Sadoyato m'a appelé. Il m'a dit que tu es un compatriote, tu es patriote en plus. Voilà le problème qui se pose. Comment doit-on faire pour arrêter ces événements? J'ai dit, bon, donnez-moi quelques jours de réflexion. J'ai eu donc le temps d'aller contacter mes camarades. Voilà la question qui m'a été posée. Qu'est-ce que vous pensez? Ils ont dit, ah, nous sommes tous des Camerounais. Nous ne souhaitons pas que notre pays brûle. Si vous pensez qu'on peut trouver une solution, nous sommes d'accord. Sauf Eboa. Eboa n'était pas d'accord. Eboa voulait absolument la conférence nationale souveraine. Et non la tripartite qui était proposée par le président de la République. Bon. Après consultation, ils m'ont dit, vous savez, si on peut trouver une solution, allons-y à la tripartite. C'est comme ça que nous sommes partis à la tripartite. Le jour de la tripartite, il y avait les journalistes, les caméras qui étaient là. J'étais assis au poste de président de l'UNDP à la place de Bois. Mais quand les images sont passées, il était à Konsamba. Quand il a vu les images, il a foncé sur Yaoundé. Il est venu, je me suis levé, je lui ai donné la place. Les images ont encore circulé. On voit Eboa assis à la place du UNDP, à la tripartite. Les autres qui ne voulaient pas entendre parler de la tripartite, tels que Frundi, de Bouya qu'il était, ou de Bamenda où il était, ils voient Eboa assis à la place du président de l'UNDP et bien présent à la tripartite. Il dit, oh, lui aussi il fonce. Destination Yaoundé. Lui aussi il vient, la place était vide, il vient, il s'assoit. Même chose qu'Odok, l'UPC. C'est comme ça que tout le monde est venu. Et c'est comme ça que la tripartite a réussi. Et quand la tripartite a réussi, le président de la République a donc fait un remaniement ministériel dans lequel, bien sûr, j'étais avec Issa. On voit jusque-là que, après quelques mésententes, vous parvenez à vous entendre et vous participez tous à la tripartite. Tout ça, nous étions dans une assemblée provisoire. On lance donc le congrès du parti pour les institutions définitives du parti. Eboa étant toujours président provisoire. Je lance donc le congrès. Le congrès a eu lieu à Garoua. Oui. Bello étant au Nigeria, on l'a élu président national définitif de l'UNDP. Donc il a remplacé donc Eboa. Il y a quand même un petit éclat. Comment se fait-il qu'il est au Nigeria en exil, Eboa est le président provisoire, et celui qui est en exil est élu à la place de celui qui est présent? Parce qu'il n'était pas venu. Il n'est pas venu au congrès de Garoua. Il n'est pas venu au congrès de Garoua. C'est moi qui présidais le congrès. Il a refusé de venir. Il savait à l'avance... le verdict. Le verdict. Il n'est pas venu. Donc c'est comme ça que nous avons élu Bello étant au Nigeria. Au Nigeria. Quelque temps après, donc, Bello est rentré. Nous l'avons accueilli grandement à Yaoundé d'abord et puis à Garoua ensuite. C'est là qu'il a donc pris les rênes de l'UNDP. Voilà, jusque-là tout va très bien. Mais j'aimerais comprendre comment ça se fait que quelque temps après, vous qui êtes les piliers, vous vous séparez. J'en viens. Donc quand Bello a pris la tête du parti, bon, c'est là donc
Le président nous demande de proposer les gens pour faire partie du gouvernement. Le président de la République, son Excellence Paul Biya. Exact. C'est là, donc, le président Bello ne connaissant rien du parti à l'époque, j'ai proposé donc, moi et Issa. Issa Chiroma Bakari. C'est comme ça donc qu'il nous a pris au gouvernement. Avec ça, vous formez donc le trio magique, maintenant le trio le plus puissant de l'UNDP. Mais il n'a pas avalé ça. Bello, il dit qu'il fallait que ça soit, que le président le consulte lui et non nous. C'est comme ça qu'il nous a exclus du parti, Issa et moi. Donc, parce qu'il n'a pas été consulté directement en tant que président du parti par le président de la République. Le président a contacté ceux qui savent que c'est eux qui ont créé le parti. L'autre venait à peine d'arriver. Ne connaît pas comment on a commencé, comment on est arrivé à ce point. Il nous a consultés. Ils savent que c'est nous qui... Bon, mais comme il est président national, c'est lui qui a la discipline du parti. Il nous a exclus. Très bien. Voilà donc que vous êtes exclu du parti. Issa Chiroma Bakari et vous-même, vous décidez de ne pas vadrouiller dans la nature, de vous caser quelque part. Vous créez la NDP. Voilà. Bon, on a créé la NDP. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous vous sépariez aussi? C'était des questions purement idéologiques. Vraiment, ce n'est pas un problème idéologique, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je suis de Marois. Très bien, de l'extrême nord. L'extrême nord. Il est de Garoua, il est du nord. Oui. Bon, certaines personnes n'ont pas accepté que je sois président d'un parti qui est à Marois et qu'il parte me saluer pendant la fête de Ramadan. Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Non, ce sont des coutumes. Vous vous souvenez quand le président Aïjo, pendant les fêtes là, tout le monde parle de saluer. Oui. Bon, donc moi, étant responsable de l'ANDP, président de l'ANDP, c'est normal qu'on vienne me saluer à Marois. Comme ça s'est fait souvent lors de la présentation des vœux. Présentation de vœux au président. Les gens de Garoua n'ont pas accepté que quelqu'un de Garoua vienne saluer quelqu'un de Marois. D'où la scission. D'où la scission. Mais donc, les mauvaises langues disent que c'est parce que chacun de vous, c'était juste un coup préparé pour que chacun de vous aille mieux gérer sa boutique. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, je peux vous garantir que ça n'avait rien à voir. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Très bons rapports. Même avec Bello et... Tout le monde. Je vous donne un exemple. Oui. Il y a 2 semaines, mon petit-fils a épousé la petite fille de Bello. J'y suis allé, moi-même, c'est moi qui suis parti demander la main à son domicile avec toute une délégation. Comme quoi les divergences politiques ne doivent pas déteindre sur l'évolution sociale des familles. Pas du tout. Si vous venez de nous retrouver, vous êtes sur PRC-TV, c'est Tribune spéciale et nous accueillons le président national de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, ANDP, c'est le ministre Amadou Moustapha, également ministre chargé des missions à la présidence de la République. Nous respirons un peu et nous vous retrouvons pour la suite de l'entretien. Bien, retour sur le plateau avec notre invité, le ministre Amadou Moustapha, ministre chargé des missions à la présidence de la République, président national de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Monsieur le ministre, l'ANDP fait partie des formations politiques qui soutiennent la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle du mois d'octobre 2025. Pour être plus précis, ce sera le 12 octobre. Les Camerounais iront donc aux urnes pour choisir le président parce qu'il a face en lui 11 autres challengers. Vous avez l'intention de descendre sur le terrain, battre campagne en faveur du président du RDPC? C'est même déjà fait, ça a commencé. Je vous ai dit que je me souviens. Quelle était la date à laquelle... Le 13 juillet, il a annoncé sa candidature. Non, c'est pas ça. Tout le ministre d'État Ngongo nous a reçus ici. Les consultations ont eu lieu quelques semaines après. Voilà, mais nous, on a commencé depuis ce jour-là. Depuis que j'ai annoncé que je soutiens la candidature du président Biya,
Vous vous souvenez, 3-4 jours après, je me suis retrouvé à Marois. Nous avons fait un meeting chez moi à la maison. Et depuis lors, nous n'avons pas arrêté. Nous allons parler terre à terre. Quand vous les retrouvez, au regard des critiques qui sont formulées par vos camarades d'hier, qui ont quitté le bateau et qui formulent pas mal de critiques à l'endroit du gouvernement, qu'est-ce que vous dites aux populations locales qui, très souvent, n'ont pas la bonne information en matière de développement de leur contrée? Non, c'est simple. Je leur fais comprendre que moi, j'ai choisi de suivre le président Biya. Mes 2 camarades ont choisi de se présenter chacun. Chacun va là où se trouvent ses intérêts. L'intérêt de moi en tant que Moustapha, l'intérêt Et dans l'alliance avec de le RDPC. mon parti, l'intérêt de la région dont je représente, c'est-à-dire l'extrême nord, c'est de suivre le président Biya. Attention, il faut faire attention entre suivre le RDPC et suivre le président Biya, c'est 2 choses différentes. Très bien. Nous suivons le président Biya. Nous ne suivons pas le RDPC. Vous suivez le cap qu'il a fixé. Exactement. Mais, Monsieur le ministre, comment entrevoyez-vous donc la compétition électorale dans le Grand Nord, qui a toujours majoritairement voté votre allié, le président Paul Biya? Parce que quand on regarde vos camarades d'hier, le discours qu'ils tiennent sur le terrain peut quand même décourager les militants, non, qui... Si vous étiez dans l'extrême nord, aujourd'hui, vous sentirez que ce n'est pas le cas. Vous êtes quand même élite de la région dans le septentrion, là. Quand on regroupe les 3 régions, vous êtes une élite majeure, une personnalité. Les 3, leçons d'histoire des majeurs, pas majeurs. Les 3 régions réunies, oui, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2018, nous avons rapporté 48%. 48%, oui. Ces 48%-là, il faut les diviser. Aujourd'hui, les 2 tiers viennent de l'extrême nord. 1 tiers vient de l'Adamawa et du nord. Ça, c'est la situation sur le terrain. C'est la situation sur le terrain. Ça veut dire que le RDPC, en dépit de tout, est majoritaire. Absolument. Partout. Partout. Monsieur le ministre, que pensez-vous de la manière dont le président Paul Biya fait face aux problèmes auxquels les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord sont confrontées depuis quelque temps? Je voudrais parler ici du groupe terroriste Boko Haram qui ne cesse de terroriser les populations. Il y a les tensions de la nature avec les inondations, les tensions communautaires, les infrastructures routières, l'accès aux services sociaux de base, bref, tout ce qui concerne le développement dans cette partie du pays. Vraiment, je vais vous dire la vérité. Oui. Puisque dites-nous. C'est mon... Commençons un peu par l'Adamawa. Les problèmes, commençons d'abord par les problèmes de route. Les problèmes de route, oui. Les problèmes de route, quand vous regardez l'argent qui a été dépensé, des milliards qui ont été dépensés pour cette route, Garoua-Ngaoundéré, on pouvait faire 4 routes comme ça, en dur. Donc le problème qui se pose n'est pas que le président n'a pas voulu de cette route. Le problème, c'est ses collaborateurs qui s'occupent de la construction de routes. C'est là que se situe le problème. Ça veut dire ses collaborateurs sur le terrain? Exact. Ou au sein du gouvernement? C'est tout ça. C'est tout ça mélangé. Exact. Parler de Garoua aujourd'hui, on venait de parler de la route qui va de Ngaoundéré à Garoua. Si la route n'est pas faite, c'est la faute des responsables. Les crédits ont été débloqués. Les crédits ont été débloqués. Le problème, c'est les responsables qui devaient mettre ces routes-là en marche. C'est un argument pour dire aux populations, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Voilà. Je vous donne les chiffres réels. Voilà. Et j'ai été témoin, puisque je suis sur cette route-là souvent. Très bien. C'est ce que j'ai dit. Même chose, parce que cette route-là, la nationale 1, de Mora jusqu'à Dabanga. Dabanga-Koussiri. Dabanga-Koussiri. Même chose. Sauf qu'en ce qui concerne Dabanga-Koussiri,
il y a un autre élément qui entre en jeu, c'est l'insécurité. Oui. Puisqu'on est sous la frontière avec le Nigeria. Avec le Nigeria. Boko Haram est aux aguets. Oui. S'agissant de Boko Haram, quand on sait ce qui était Boko Haram il y a de cela 10 ans, et quand on sait aujourd'hui ce que c'est que Boko Haram, c'est deux événements complètement différents. Désormais résumé à une portion congrue Ce n'est pas conclu, c'est d'abord l'idéologie. de la zone. À l'époque, quand Boko Haram est venu, c'était pour conquérir, islamiser le Grand Nord. C'était pour islamiser, créer dans l'extrême nord un émirat, c'est-à-dire chasser le gouvernement qui existait et faire un émirat islamique commandé par Boko Haram. C'était ça l'objectif. C'est ça. Heureusement pour nous, nos forces de l'ordre n'ont pas permis ça. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas pu s'installer au Cameroun. Ils sont venus, un jour, faire un tour jusqu'à Maroua. Ils sont repartis. Faire deux bombes. Mais c'est fini. Aujourd'hui, les forces de défense... Ce qui se passe maintenant, là je vous parle en connaissance de cause. Oui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, c'est des gens qui viennent faux. Boum, 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 ils s'en vont. Ils prennent des otages, ils prennent la nourriture, ils prennent les médicaments, ils s'en vont. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne connaissez pas la ville de Maïdougouri? C'est vers le Nigeria. Maïdougouri, c'est là même le foyer de Boko Haram. Il existe à Maïdougouri un quartier huppé qui s'appelle Boko Haram. Qu'est-ce qu'il y a dans ce quartier? Des immeubles, des grandes villas. Les gens, et là-dedans, ça appartient à tout le monde. Vous avez les politiciens, vous avez les militaires même. Ils vivent de Boko Haram. C'est eux qui donnent des armes à Boko Haram. C'est eux qui donnent les bombes à Boko Haram. Tout. Et en contrepartie, ils payent. C'est avec ça qu'ils font, qu'ils vivent. Pour me résumer, Boko Haram fait vivre beaucoup d'élites, tant au Nigeria qu'au Cameroun. Il y a quand même cette concertation-là. On va un peu, cette concertation entre les gouvernements du Nigeria et du Cameroun. Il y a même plus que ça. Il y a une concertation sur tout le lac Tchad. Oui. Le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger. Et le Soudan. Non, le Soudan. La Mauritanie. Non. Ça, c'est uniquement le lac Tchad. Du lac Tchad, oui. Uniquement le lac Tchad. Okay. C'est pas le Sahel. Mais parlant de là, il y a souvent eu des rencontres au sommet, comme la dernière rencontre qui a eu lieu ici en 2023 au Palais des Congrès, où les gouverneurs du poteau du lac Tchad étaient ici pour trouver de façon collégiale, alors de façon unanime, comment est-ce qu'adresser ce problème de Boko Haram. Pourquoi ça continue aujourd'hui? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, chaque lundi à Mora, nous organisons une concertation. Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad. Chaque lundi, je dis bien, nous faisons des concertations, on rencontre. Là où il y a des problèmes, on prend des dispositions. Que ce soit l'armée camerounaise, l'armée nigérienne, l'armée tchadienne, l'armée nigérienne. Et vous y ajoutez maintenant ce qu'on appelle les civils militaires. Ça veut dire ce qu'on appelle souvent là-bas les agents de vigilance. Voilà. Les comités de vigilance. Les comités de vigilance, exactement. Les comités de vigilance. Grâce à ça, des entrées en force dans le Cameroun sont finies.
entrer en force, venir s'installer, gouverner, ça c'est terminé, on n'en parle plus. Maintenant, c'est des gens qui cherchent à manger, qui cherchent à profiter. C'est ça qu'on appelle maintenant Boko Haram. Très bien, parlons un peu des inondations qui ne cessent d'y arriver. On a parfois vu les populations mettre du béton pour bloquer, créer quelques lignes de tranchées pour bloquer l'avancée des eaux. Pourquoi est-ce que le phénomène persiste? C'est vrai que c'est un phénomène mondial, mais il y a quand même eu pas mal de résolutions qui ont été prises, là encore, des instructions données. Là encore, c'est le problème des routes. C'est le même problème. Le long du Logone, il y a eu la digue route. La fameuse digue de Maga. La fameuse digue de Maga, la digue route. Des moyens ont été débloqués. Ça a servi à quoi? Rien. Ce n'est pas la faute du président, c'est les gens qui sont sur le terrain. C'est la même chose. La digue route n'existe plus. Et les moyens, des milliards ont été sortis. Il y a également le développement des infrastructures de base, l'accès aux infrastructures de base. Je voudrais parler ici des fourrages, et les hôpitaux et autre chose. Les hôpitaux, aujourd'hui, si vous regardez le Cameroun et la partie septentrionale, jamais on n'a eu autant de formations sanitaires équipées. Là, je rends un peu grâce non seulement au président, mais au ministre de la Santé, qui est Manaouda. Tous les centres de santé sont équipés. On ne peut pas aujourd'hui dire que les centres de santé n'existent pas ou ne sont pas équipés. Il y a même beaucoup d'écoles qui ont suivi. Voilà. Donc le problème ne se situe pas. Par contre, là où on peut... C'est le problème des écoles. Le problème des écoles, jusqu'à présent, surtout au niveau des écoles primaires et secondaires, jusqu'à présent, le nombre d'écoles primaires et secondaires qu'il y a ne sont pas proportionnels à la population. Plus grave encore, le nombre de professeurs pour les établissements secondaires. Pour les établissements aussi primaires que secondaires pose problème. J'espère que vous n'oubliez pas l'enseignement supérieur. Aujourd'hui... J'en viens. Et quand nous avons contacté le président Biya pour lui dire que les professeurs ne viennent pas prendre service, ou certains viennent, ils prennent le certificat de plus de service, ils rentrent. Il n'y avait pas assez de professeurs, ni de l'enseignement primaire, ni de l'enseignement secondaire, originaires du Grand Nord. C'est là qu'il a donc créé l'université de Maroua, précisément l'école normale supérieure de Maroua. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Il y a plus de professeurs originaires du Grand Nord que de professeurs qui viennent d'ailleurs du Cameroun. Ça, c'est un résultat fantastique pour nous. Et c'est la même chose pour les établissements primaires et secondaires. Le problème, c'est celui que vous avez souligné, le problème de l'enseignement supérieur. Bon. Il y a déjà un premier problème, l'école normale supérieure a été créée. Et après l'école normale supérieure de Maroua, on a créé carrément l'université de Maroua. Bon, mais maintenant, où sont les professeurs? À peine 30% des professeurs sont originaires du Grand Nord. Tout le reste vient d'ailleurs. C'est là le problème que nous avons en ce moment. C'est une doléance que vous émettez au ministre de l'Enseignement supérieur, au président de la République? Au président de la République. Au président de la République. Pour qu'on fasse comme on a fait pour l'enseignement secondaire et primaire. Prendre des dispositions pour que... Ce n'est pas les candidats qui manquent. Les candidats pour être professeurs, il y en a. On a plein de doctorants. Le problème, c'est qu'ils soient recrutés
et qu'ils enseignent comme les autres. Monsieur le ministre, nous allons continuer avec notre entretien. Il y a la question du développement des structures de base. Nous avons été à Maroua, nous avons rencontré le docteur Sali Babani, qui est le maire de la ville de Maroua. Là-bas, on a vu que le président de la République n'a pas laissé de côté le développement local. C'est des marchés qui sont construits. Il y a même les logements sociaux qui ont suivi. Est-ce que ceux qui disent que le président de la République n'a rien fait aujourd'hui ne font pas tout simplement une mauvaise lecture? S'agissant de... Là, je parle comme ancien ministre de l'urbanisme. Très bien. Quand j'ai pris fonction en tant que ministre de l'urbanisme et de l'habitat, le président de la République m'a appelé pour me dire que les commerçants, les hommes d'affaires se plaignent qu'il n'y a pas assez de logements au Cameroun. Il me dit, je vous donne l'ordre de construire rapidement des logements sociaux. C'est la seule instruction Qui vous a donné? qu'il m'a donnée. Je suis revenu des premiers collaborateurs, j'ai dit, voilà l'instruction du président. Il me faut deux choses. Faire les études techniques de 10 000 logements, trouver les financements de 10 000 logements dans les plus brefs délais. En 3 ans, nous avons construit 10 000 logements Sociaux. Jusqu'à présent, au moment où nous parlons, on est en 2025, aucun pays africain n'a construit 10 000 logements en 3 ans. Aujourd'hui, si vous voyez les logements qui sont ici au Cameroun, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, c'est le résultat de cette politique. Malheureusement, elle n'a pas été suivie. Depuis lors, je ne voudrais pas mettre de l'ombrage à mes prédécesseurs qui m'ont remplacé, mais 3 000 logements n'ont pas été construits depuis lors. Très bien, vous êtes toujours sur CTV, c'est Tribune spéciale avec nous, le président de la NDP, Amadou Moustapha, ministre chargé des missions à la présidence de la République. Certains adversaires du président Paul Biya, pour s'attirer la sympathie des électeurs dans ces régions prétendent qu'elles sont insuffisamment ou pas tout simplement prises en compte par les politiques publiques. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Lesquels? Les adversaires politiques du président. Oui, mais qu'est-ce qu'ils reprochent? Vous n'êtes pas très pris en compte là-bas dans les politiques publiques du chef de l'État. Moi? À titre personnel ou le Grand Nord? Le Grand Nord, certaines élites qui ont votre grade aussi. C'est ça. Et qui ont changé certains de route. Disons que c'est vrai et c'est faux. Comment ça, expliquez-nous? C'est vrai quand on compare, quand on regarde aujourd'hui, si vous regardez le nombre de DG de sociétés d'État qui sont originaires du Septentrion, à des grandes sociétés, ne sont pas nombreux. Bon, monsieur le ministre, on peut vous poser la question de savoir, vous êtes allié au président de la République, au président du national du RDPC, qui est le chef de l'État. Quand vous posez tous ces problèmes, quand vous le rencontrez, qu'est-ce que vous lui posez comme doléance? Mais je lui dis, voilà le problème. Et ça suit, non? Bon, parfois ça suit, parfois ça ne suit pas. Mais parfois il donne des instructions ne sont pas respectées. Mais c'est lui qui nomme, comme vous en 2015. Oui. Parfois les instructions ne sont pas respectées. Qu'est-ce qui fait problème? Ah. Point d'interrogation. Peut-on considérer que l'élite politique du Septentrion aujourd'hui fait chorus avec le chef de l'État pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les populations de cette partie du pays? Quel est le rôle que vous jouez
quand on est sur le terrain, question inondation, question Boko Haram et bien d'autres encore? Le problème qui se pose, c'est que dans les problèmes qui concernent le Grand Nord, il faudra mettre des élites du Grand Nord. Aujourd'hui, la route Yaoundé, Ngaoundéré, Garoua, jusqu'à Koussiri. Jusqu'à Koussiri. On n'a pas moins de 6 000 milliards dépensés. Où est la route? Il y a quand même que l'un des fils du Septentrion occupe un important poste ministériel. C'est là où on gère tous les projets. Je voudrais parler du ministre de la Planification et de l'aménagement du Son rôle, c'est de donner les financements. Il a donné. Maintenant, c'est l'application qui pose problème. Il y a quand même les fils de la localité qui gagnent des marchés. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que, quand le président... Est-ce que ces fils-là gagnent des grands marchés comme les autres? Non. Mais est-ce que le problème n'est pas déjà de faire avec ce qu'on a pour améliorer les conditions de vie? J'ai dit, je répète que le problème se trouve sur l'application des instructions du président par les responsables qui sont là. Très bien, ça veut dire que les fils du Nord sont déjà impliqués et eux-mêmes doivent travailler. Si vous voulez les résultats, oui. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette réponse-là. Nous allons marquer un break et revenir pour la suite de l'entretien. De retour sur le plateau de Tribune Spéciale avec nous, si vous venez donc de vous mettre devant votre petit écran, sachez que vous êtes sur PRC-TV et l'émission vous regardez, Tribune Spéciale. Avec nous, le président national de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Monsieur le ministre, certains candidats à la présidentielle tiennent un discours qui tend à opposer les Camerounais aux Camerounais, et notamment ceux de la partie septentrionale du pays à ceux des régions méridionales. Comment réagissez-vous à cela? Ils font leur travail. Ils sont candidats. Donc, ils mettent des thèmes qui leur permettent de gagner. L'un des thèmes favoris, c'est ce que vous dites. Même s'il faut opposer les Camerounais aux Camerounais. Ah, vous savez, en matière politique, on ne cherche pas les raisons. On ne fait quand même pas feu de tout bois. Ah, ça c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'ils disent. Mais nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir. C'est comme aussi les gens de la partie méridionale diront que mais, vous faites ceci, vous faites ceci pour les autres, pourquoi pas nous? Ils sont candidats, il faut qu'ils cherchent des raisons pour gagner les élections. C'est ce qu'ils font. C'est juste un discours de campagne. Exactement. Qui ne pose aucun danger? Aucun danger. Aucun. Il y a quelques jours, on a vu une image là où votre ancien compagnon de route a été bloqué quelque part. Vous n'avez pas craint en regardant cette image-là? Bon, effectivement, vous avez parfaitement raison. Ça m'a gêné. Ça, c'est une opposition de Camerounais au Camerounais. Hein. Seulement dans la partie septentrionale. Ça m'a gêné. Ces gens ont été... C'est Elecam qui a sorti leur candidature. Ils sont pas là. Le Conseil constitutionnel a avalisé. Donc, normalement, on devait quand même... Sauf s'ils sont en train de mettre le maintien de l'ordre à rude épreuve. Dès l'instant que les instances de l'ECAM, la Cour suprême, les a autorisées, il faut les laisser faire leur travail. Monsieur le ministre, est-ce que vous que certains acteurs politiques ont fondé leur programme politique sur le rapatriement de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo? Je préfère le lire comme ça parce que c'est ça la question, qu'on se comprenne bien. N'y a-t-il pas là une sorte de manipulation, une instrumentalisation symbolique ou un devoir de mémoire se transforme en un outil de propagande et de manipulation émotionnelle? Attendez que je reprenne encore bien la question. Monsieur le ministre Amadou Moustapha, il se trouve que certains acteurs politiques
ont fondé leur programme politique sur le rapatriement de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo. N'y a-t-il pas là une sorte de manipulation, une instrumentalisation symbolique où un devoir de mémoire se transforme en un outil de propagande ou de manipulation émotionnelle? Ben, je crois que si vous avez suivi la réponse d'Aminatou Ahidjo, tout est dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Aminatou a dit, telle personne, je ne nommerai pas le nom, veut aller s'incliner sur la tombe de mon père. Ma mère est morte, il n'est pas allé. Ma grand-mère est morte, il n'est pas allé. Ma tante est morte, il n'est pas allé. C'est maintenant parce qu'il est candidat qu'il va aller. Tout est dit. Ça n'a rien à voir avec une quelconque... il veut aller s'incliner pour dire quoi? Voilà les gens qui meurent, la famille Ahidjo. Plusieurs sont morts ici sur place. Ils n'ont même pas été allés les saluer. C'est à Dakar que ça va se passer. Non, c'est tout simplement la propagande électorale. La manipulation. Si vous voulez. Quand on voit ce genre de pèlerinage de certains acteurs que certains acteurs politiques effectuent auprès de la sépulture du président Ahidjo, est-ce qu'on n'est pas là en train de réveiller quelques blessures qui n'ont pas été bien cicatrisées et qui pourraient régénérer? Non, ce qui est certain, c'est que nous, les élites du Nord, nous avons toujours, si vous regardez les résolutions des divers congrès, que ce soit l'UNDP, que ce soit l'ANDP, nous avons toujours demandé le rapatriement du corps du président Ahidjo au Cameroun. Ça, c'est une demande de tout le monde. La demande adressée à qui? Au président de la République. Qu'est-ce qu'il vous répond? Nous attendons. Dans l'attente, nous allons terminer cet entretien avec cette question. Vous allez donc regarder la caméra, puisque nous sommes à la télévision, et dire un mot aux militants, aux ressortissants des régions septentrionales et tout généralement à tous les Camerounais qui vous regardent aujourd'hui sur les rapports qu'ils devraient avoir à l'élection présidentielle qui arrive. Comment est-ce que les uns et les autres devraient se comporter? Quel est le message que vous leur passez aujourd'hui quand on tient en compte toute la manipulation dont les hommes politiques sont porteurs aujourd'hui? Le message est simple. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan du président Paul Biya, parmi ces candidats-là, aucun ne pourra faire ce que le président Biya a fait. Nous sommes en Afrique centrale. Nous avons des pays qui nous entourent, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Tchad, que ce soit la RCA, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo. Tous aujourd'hui mangent la nourriture grâce au Cameroun. Si nous fermons nos frontières, vous voyez comment on se pose pour venir nous prier d'ouvrir les frontières. Première chose que nous avons réussi, c'est la nourriture. Les Camerounais travaillent. Les Camerounais ont eu des outils pour travailler. Deuxième chose, la paix. Aujourd'hui, vous sortez à minuit ici à Yaoundé, vous vous promenez, vous revenez à 3 heures du matin. Bon sûr, il y a quelques petits trucs, mais vous n'avez aucune inquiétude. Personne n'a peur de le faire. Regardez autour de nous. Dans aucun pays, vous pouvez le faire. Rien que ces deux choses donnent un bilan positif à l'action du président Paul Biya. Et du coup, le message de fin? Donc, continuons
continuons, votons-le. Il va continuer dans le même sens. Nous serons encore plus à l'aise s'il est encore au pouvoir. Message de fin du ministre Amadou Moustapha, président national de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Votons le président Paul Biya, votons-le et nous serons encore plus à l'aise. C'est ici que nous mettons un terme à cet entretien. Merci, monsieur le ministre, d'être venu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et bonne chance sur le terrain, puisque vous allez bientôt continuer la campagne. Dès après-demain. Merci d'être venu. Amis téléspectateurs, merci de rester sur PRC TV. À très bientôt.